Bonjour tout le monde, je crois. Attendez qu'il est midi. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette présentation du webinaire exclusif sur la trousse d'évaluation des codes avec nos deux expertes dans le domaine, Michel Minard-Corriveau, qui est bien sûr professeur agrégé à l'Université Laurentienne, orthophoniste, qui est très impliqué dans l'amélioration des pratiques en lecture, en écriture, partout au Canada. Et Cynthia Thériault, qui a été, Michel a été bien sûr la consultante pour la trousse d'évaluation. Et Cynthia, elle, de son côté, est conseillère pédagogique spécialisée en éducation inclusive et en évaluation, aussi chargée, professeure, excusez-moi, à l'Université de Moncton pour le cours sur l'évaluation, plus précisément. Donc aujourd'hui, ça nous fait plaisir de vous présenter notre belle trousse. Ça fait au-dessus de 1 an et demi qu'on travaille à cette trousse. Donc, on est heureux de la lancer officiellement à tous. On va aujourd'hui, attendez-moi un petit peu, je ne sais pas pourquoi mes diapositives n'avancent pas. Donc, je l'ai. Donc, c'est un webinaire, bien sûr, présenté par les éditions Passe-Temps. Aujourd'hui, vous êtes 142, je pense, à participer, 630 inscriptions. Donc, on voit là, qu'il y a de l'enthousiasme, qu'il y a de l'engouement. Aujourd'hui, on va voir les étapes de la conception de la trousse. On va vous présenter la trousse, des principes généraux en évaluation, ainsi que le guide d'utilisation avec des précisions pour comment utiliser la trousse. Donc, rapidement, je vous présente les éditions Passe-Temps, mais ce n'est pas le but du tout de notre rencontre. Ça fait depuis plus de 25 ans, 1996, qu'on fait du matériel pédagogique attrayé, diversifié, performant, toujours en lien avec la science. Nos produits sont conçus et fabriqués à Québec, des produits toujours faits en français, écologiques et durables. Et bien sûr, je ne peux pas parler de la trousse d'évaluation sans vous parler de la collection des codes au complet. C'est la collection la plus complète et la plus recommandée partout au Canada. La plus complète parce que, bien sûr, vous avez 72 livres, mais aussi du matériel complémentaire pour vous aider à enseigner. Ensuite, la trousse d'évaluation, bien sûr, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Trousse d'évaluation des codes, on ira plus dans le détail tout à l'heure, mais pour commencer, ce que j'ai à vous dire, hein, bien sûr, c'est que c'est une trousse qui est complète, clé en main, rédigée en français, rigoureusement conçue en collaboration avec des expertes dans le domaine de l'évaluation, du langage oral et du langage écrit. Vous avez aussi une licence école avec la trousse pour les grilles et pour le guide pédagogique qui n'a aucune limite de temps ni d'utilisateur. 12 livres exclusifs. Cynthia vous la présentera plus en détail tout à l'heure, mais sachez qu'elle est en prévente à 10 de rabais jusqu'au 17 septembre prochain. En partant, je vous présente un concours qui vous permettra d'avoir la possibilité de gagner la trousse d'évaluation des codes. J'ai deux gagnants qui vont être tirés au sort. C'est valide jusqu'au 16 septembre, le code QR. Donc, vous pouvez le prendre tout de suite. Je vais le remettre à la fin aussi. Puis, vous allez le recevoir aussi dans votre courriel de suivi. Donc, vous allez avoir jusqu'à lundi prochain, 16 septembre, il me semble, oui, pour participer. Avant de débuter, je vous présente rapidement Décode. On sait que Décode, hein, c'est 72 livres, deux séries, 6 niveaux. Vous avez la série 1 d'introduction qui ont des indices qui facilitent le décodage pour offrir plus de soutien à l'élève. Et vous avez la série 2 qui est sortie au printemps dernier, sans indices pour faciliter le décodage, pour tendre vers une lecture autonome. Au total, c'est 72 livres qui vous sont proposés avec des codes qui vont introduire de façon progressive toutes les correspondances graphèmes-phonèmes pour enseigner le décodage dans une logique d'apprentissage du français. Donc, la trousse d'évaluation a été faite avec les mêmes échelles de Springer-Charol que la collection des codes. Il n'est pas obligatoire toutefois d'avoir les livres pour utiliser la trousse d'évaluation. Par contre, c'est certain que dans un monde idéal, si vous avez les livres, la trousse d'évaluation et le matériel complémentaire, alors là, vous avez vraiment quelque chose de complet et clé en main pour enseigner et évaluer vos élèves. Je passe tout de suite la parole à Cynthia qui va vous parler de la conception de la trousse.
Et bonjour tout le monde. C'est moi qui va prendre le relais de l'animation pour cette section du webinaire. Puis j'avais le goût de commencer peut-être en vous racontant peut-être une petite histoire ou en vous racontant un peu d'où est venue l'idée, d'où m'est venue l'idée, oui. Oh, Mélanie, je pense qu'on voit Oui, plus le... ouais, ce sera pas long, c'est à cause que j'aurais aimé OK, ça te voir, mais oui, c'est ça, là, je pense qu'on va te voir. Parfait. OK, excellent. Euh, donc, c'est ça ce que je disais. J'avais le goût de commencer en vous racontant peut-être une petite histoire ou en vous racontant un peu l'idée derrière la raison pourquoi j'ai décidé de soumettre une idée de trousse d'évaluation aux éditions Passe-Temps. Je pense que j'ai été très, très choyée. Durant les 2, 3 dernières années, j'ai eu la chance de consacrer beaucoup, beaucoup de temps à mon développement professionnel. J'ai été sélectionnée pour faire partie d'une cohorte d'enseignantes au Nouveau-Brunswick où on a été formé du lundi au vendredi de 8 à 4 pendant 15 mois consécutifs, justement sur l'évaluation, entre autres l'évaluation de la lecture et les interventions aussi qu'on peut faire suite aux évaluations. Donc, certainement, j'étais très chanceuse de faire partie de cette cohorte-là, mais qu'est-ce qui en est ressorti de ça? C'est beaucoup d'introspection. C'est beaucoup de remise en question un peu sur qu'est-ce que j'utilisais dans ma salle de classe ou en tant qu'enseignante de ressources, parce que j'ai œuvré un peu dans les deux milieux, soit en salle de classe avec mes élèves, mais aussi en tant qu'enseignante de ressources ou orthopédagogue. Je vais peut-être utiliser le terme orthopédagogue, je pense que c'est plus facilement compris, là. Euh, donc, c'est ça, beaucoup de remise en question parce que je regardais mes outils avec un œil beaucoup plus critique. Donc, est-ce que les outils que j'utilisais évaluaient réellement la lecture? Donc, c'est ce que je me posais comme question. Euh, puis, je vous cacherai pas que j'étais beaucoup déstabilisée parce qu'en regardant les outils que moi j'utilisais, en regardant la trousse que moi j'utilisais dans ma salle de classe pour évaluer mes élèves, je me suis rendu compte que ça évaluait pas vraiment la lecture. C'était certainement pas un outil qui était au service de l'apprentissage non plus. Donc, j'ai eu un gros sentiment d'urgence, on pourrait dire. J'avais besoin de trouver d'autres outils. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis à la recherche, très grande recherche pour essayer de trouver l'outil parfait, essayer de trouver un outil qui pourrait me permettre justement d'évaluer mes petits cocos, mes petits élèves, de façon à ce que je les place au centre de la réussite, que je leur donne réellement une chance de réussir l'évaluation, que ce soit un outil qui soit au service de l'apprentissage et qui évalue réellement pour de vrai si mon élève est capable de lire. Euh, j'ai rien trouvé, malheureusement. Puisque j'ai rien trouvé, j'ai décidé, il faut que quelqu'un le fasse, donc j'ai pensé, je vais le faire moi-même. Donc, de là, l'idée de cette trousse d'évaluation-là. En même temps que j'ai soumis mon projet aux éditions Passe-Temps, je me suis rendu compte que c'était pas seulement moi. Là, je pensais j'ai réalisé qu'on était un petit peu dans un tournant dans le monde de l'éducation et c'était une demande qui était pressante, c'était une demande qui était réelle et c'était une demande qui était pressante à l'échelle du Canada aussi. Donc, euh, en ayant en tête qu'il n'y avait pas d'outil qui me satisfaisait, j'ai décidé de le créer et j'ai été très, très chanceuse d'avoir cette collaboration avec les éditions Passant qui ont tout de suite cru dans le projet et qui ont vu la pertinence du projet. Tu me Petit peu permets, pipi de mon Cynthia? Oui, en Oui. fait, les éditions Passe-Temps, on avait beaucoup de conseillers pédagogiques, de gens sur le terrain qui nous demandaient depuis pratiquement 2 ans d'avoir une trousse d'évaluation. Donc, quand Cynthia nous a contactés, les astres étaient vraiment alignés parce que c'était un projet sur lequel on voulait travailler. Donc, on a dit allons-y. Donc, Cynthia est embarquée dans le projet avec Lucie Barriot aussi, notre orthopédagogue. Donc, les deux sont co-auteurs sur la trousse. Je peux changer, Cynthia? Oui. Parfait. Hop, ce sera pas long. Donc, c'est ça. C'est ça qui étaient nos objectifs sur la diapositive. Vous pouvez voir, c'était qu'est-ce qui étaient nos objectifs, qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire avec cette trousse d'évaluation-là. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, j'en suis bien fière. Je pense que toute l'équipe est très fière de cette trousse-là. Donc, comme je vous disais, lorsque j'ai porté un œil critique sur les outils d'évaluation que j'utilisais, moi, en salle de classe et en tant qu'orthopédagogue, je me suis rendu compte que c'était beaucoup des livres traduits que moi, j'utilisais. Euh, donc, des livres qui avaient été créés pour des élèves anglophones, qui avaient été traduits par des traducteurs de la langue française, mais qui n'avaient pas nécessairement pris en compte toutes les particularités de notre langue française. Donc, c'était quelque chose qui était très, très important pour nous, c'était de créer des livres en français
pour les élèves français. C'est certain que dans notre langue, il y a une certaine progression, il y a certaines choses qui est beaucoup plus facile à enseigner, d'autres choses qui est beaucoup plus complexes. Donc, moi, les livres ou les textes que moi, j'utilisais dans ma salle de classe, ça correspondait pas vraiment à cette progression-là. C'était très difficile pour moi de pouvoir poser un regard critique sur le livre que j'utilisais parce que c'était justement une traduction. Donc, nos livres sont faits en français. On a fait très, très, très attention aux particularités de la langue française pour vous offrir un outil qui est vraiment progressif selon la langue française. Aussi, étant une enseignante du Nouveau-Brunswick, j'ai enseigné la majorité de ma carrière dans une ville où les élèves étaient en minorité francophone. Donc, pour moi, c'était excessivement important que le vocabulaire soit adapté à ces élèves-là. C'est certain que la majorité du Nouveau-Brunswick, mais je pense que c'est une réalité qui se reflète à l'échelle du Canada aussi. On a beaucoup de communautés, beaucoup d'écoles qui se retrouvent dans des situations où ils sont en contexte minoritaire francophone. Donc, l'outil que j'utilisais pour évaluer mes élèves, il y avait du vocabulaire qui était vraiment pas accessible pour ces enfants-là. Donc, je me sentais comme si je les mettais un peu en échec à l'avance parce que je savais que ce mot-là, ils connaissaient pas. Puis, c'est très difficile pour un élève qui est dans l'apprentissage du code, donc qui est dans l'apprentissage de la lecture, d'apprendre à lire, de lire un texte où il n'y a même pas accès au sens, donc il ne comprend même pas les mots de vocabulaire. Donc, tout ça pour dire, on a vérifié d'un côté à l'autre du Canada pour voir si c'était du vocabulaire qui était compris par les élèves de l'âge qui est ciblé. Et on a aussi mis beaucoup de rappels, on va en parler plus tard dans la présentation, mais beaucoup de rappels pour que l'intervenant ou la personne qui administre l'évaluation s'assure que tout le vocabulaire dans le livre est compris par l'élève. Ensuite de ça, je vais aller un petit peu plus vite, là, je vois que le temps défile. Donc, qu'est-ce qui est très important aussi avec la trousse d'évaluation, c'est qu'on veut évaluer seulement ce qui a été enseigné. On veut s'assurer de mettre l'élève au cœur de sa réussite. On veut s'assurer de lui donner une chance. Malheureusement, lorsque j'ai porté un regard critique sur mes approches ou les textes que moi j'utilisais, il y avait beaucoup de correspondances graphème-phonème que j'avais même pas eu le temps d'enseigner. Donc, je donnais même pas la chance à l'élève de réussir. Ben, il y en a qui réussissaient, c'est certain qu'ils réussissaient quand même, qu'il y en avait qui réussissaient quand même, mais ce qui est important, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on a enseigné pour donner la chance à tous les élèves d'être capables de réussir l'évaluation. Je vais en parler plus en détail dans les autres diapositives, mais on a mis un gros focus sur l'intervention. Donc, c'est bien beau évaluer, mais qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Donc, la trousse d'évaluation, on vous donne aussi des petites pistes, des petits guides par rapport à les différents types d'erreurs les plus fréquents et qu'est-ce qu'on peut faire après pour mieux intervenir. Finalement, quelque chose qui est très important aussi à souligner, c'est certain qu'il y a des niveaux dans la trousse d'évaluation, mais les niveaux ne servent pas à classer les élèves. Les niveaux servent à classer les livres. Donc, ça, c'est peut-être un changement de paradigme que je souhaite que la trousse d'évaluation va apporter. Toute la culture de classer les élèves par niveau, c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on vise du tout avec cette trousse d'évaluation-là. Les niveaux sont seulement là pour que moi, en tant qu'intervenant, je sois capable de sélectionner le bon livre, celui qui correspond à les habiletés de l'élève que je vais évaluer. Cynthia, je me permets, tu as noté le temps. Tu as noté le temps. Donc, sachez que si jamais on avait du matériel, on a du matériel pour vous parler pendant des heures si on voulait, mais si on manque de temps, on va poursuivre à la limite. Sachez que c'est enregistré, donc vous allez recevoir le lien d'enregistrement. Donc, vous pourrez écouter la fin si vous devez quitter. On devrait rentrer dans l'heure, mais si c'est le cas, vous pourrez l'écouter plus tard, la fin. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. J'ai l'impression qu'on va couvrir l'ensemble de vos questions, mais s'il y a des choses dont on n'a pas eu le temps de parler, vous recevrez un courriel du style questions-réponses plus tard. Donc, je continue, Cynthia, avec la prochaine. OK. Donc, je fais un petit peu de pouce sur qu'est-ce que je viens de dire. C'est une trousse qui est vraiment orientée vers l'intervention parce que c'est bien, comme que je disais tantôt, c'est bien d'évaluer, mais c'est surtout plus important qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là pour que l'élève puisse progresser dans son cheminement. Donc, tout d'abord, on va aller vérifier, c'est certain, ce que l'élève maîtrise ou pas avec le livre, avec les grilles d'évaluation dont je vais vous parler tantôt. Mais ensuite de ça, à la place de s'arrêter ici, de comptabiliser, faire des pourcentages,
demander à l'élève de sauter de bac ou peu importe la technique que vous utilisez, on ne va pas s'arrêter ici puis seulement donner une note. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment recueillir les données qu'on a eues lors de l'évaluation, puis on va les analyser. Dans les grilles qu'on propose, on peut catégoriser tous les types d'erreurs les plus fréquents. Quand on les a catégorisés de la bonne façon, c'est certain que là, de cette façon-là, on va pouvoir plus facilement voir où sont les défis de l'élève. Lorsqu'on a déterminé où sont les défis de l'élève, c'est certain qu'on va vous donner des pistes de solutions de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va intervenir spécifiquement pour cet enfant-là. C'est quoi ses besoins à lui, puis c'est comment on va les faire pour l'aider lui, selon son portrait qu'on a réussi à avoir avec l'évaluation. On va aussi être capable de, comme vous le savez probablement très déjà, si plusieurs élèves de votre classe ont les mêmes défis, on peut les regrouper ensemble, faire des groupes d'intervention et aussi adapter notre enseignement. Donc, s'il y a plusieurs, mettons qu'il y a presque la majorité de la classe qui ont le même défi, mais c'est certain que ça va nous guider pour adapter notre enseignement. Donc, c'est ça, présentation de la trousse d'évaluation des codes. Je vais plonger un peu dedans, vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la première chose que vous allez retrouver, c'est le guide de l'intervenant. Je l'ai juste ici, c'est un petit guide que la taille de matière est là. Donc, on a la présentation justement de la trousse dedans. On a aussi des petits onglets là, comme quand évaluer la lecture. Donc, comment on fait comment on fait en tant qu'intervenant pour déterminer si c'est un bon temps pour évaluer la lecture? Est-ce qu'on attend 2 mois, 3 mois? Est-ce que ça par rapport avec justement, il faut faire 4 évaluations dans une année? Quand on devrait réellement évaluer la lecture? Comment on doit le faire aussi, que la section tout de suite après. Et on vous parle aussi des types d'erreurs les plus fréquents. De cette façon-là, vous pouvez vous référer à cette section-là du guide de l'intervenant pour être en mesure de bien classifier les erreurs de vos élèves. On a aussi placé l'échelle des codes pour que vous soyez en mesure de comprendre qu'est-ce que la progression sur laquelle nous, on s'est appuyé pour catégoriser nos livres et pas nos élèves. Et aussi, vous voyez qu'il y a du matériel de consultation. Ce qu'on a fait, c'est on a pensé que c'était une bonne idée de toutes les grilles d'évaluation qui se retrouvent dans la trousse. On a fait une copie à la fin du guide de l'intervenant. Comme ça, si jamais vous perdez une grille ou vous pouvez juste vous référer au guide, aller la photocopier et la replacer dans la trousse d'évaluation. Chose de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez dans la trousse? Vous avez 12 diviseurs comme celui-ci. À l'intérieur du diviseur, il y a toutes les grilles d'évaluation ainsi que le livre qui est attribué au niveau. Sur quelque chose qui est aussi intéressant, sur le diviseur, sur chacun des diviseurs, comme que vous voyez à l'écran, il y a toutes les connaissances préalables à l'évaluation. Donc, si je veux faire cette évaluation-là, qui est le niveau 1, donc le SAC, je vois exactement, là, en prenant le diviseur, qu'est-ce que je dois avoir enseigné à mes élèves avant de faire cette évaluation-là. Donc, ce n'est pas aléatoire du tout, là. C'est vraiment une procédure. Il faut que ces élèves-là, que l'élève connaisse ceci, là, avant de commencer l'évaluation. Il peut y aller, Mélanie. Donc, comme je l'ai dit, il y a 12 livres dans la trousse d'évaluation. Il y en a 2 par niveau. Le premier étant plus difficile, évidemment, que le deuxième du niveau. Il y a aussi 4 grilles d'évaluation par livre. Donc, on va aller évaluer la précision de la lecture, on va aller évaluer la compréhension de la lecture par le rappel et aussi la grille de la compréhension de la lecture par le questionnement oral. Donc, on leur demande de faire un rappel et aussi on va les vérifier avec des questions orales. Et finalement, on va aller évaluer la fluidité de la lecture. Au début de chaque livre aussi, donc si je prends le livre numéro 1, on ouvre le livre numéro 1 et juste ici, ça sert comme de guide à l'intervenant, à la personne qui va administrer l'évaluation. Ça te dit exactement, encore une fois, qu'est-ce que tu dois avoir enseigné aux élèves avant de passer cette évaluation-là. Donc, on peut voir qu'il y a différents codes de couleurs qui suivent aussi les livres de la collection régulière des codes. Donc, le vert étant plus facile, vous pouvez voir en un coup d'œil que la petite bulle là, des connaissances préalables au décodage verte est beaucoup plus facile à enseigner que peut-être celui-là de la violette, où là, on va vraiment avec des graphèmes beaucoup plus complexes, avec des structures peut-être syllabiques beaucoup plus complexes aussi. Donc, c'est ça. Il y a aussi le tableau récapitulatif. Vous pouvez voir exactement qu'est-ce que les graphèmes phonèmes qu'ils doivent connaître, qui doivent avoir été enseignés avant chacune des évaluations. Puis c'est aussi
Donc, tout ce qui se retrouve au niveau 1 se retrouve au numéro 2, qui se retrouve au niveau 3, et c'est cumulatif. Voici le mot que je cherchais. C'est cumulatif dans le tableau. Donc, c'est ça. Il y a une pochette pour chacun des livres de la trousse. C'est juste pour être capable de mieux c'est beaucoup plus facile pour les enseignants de s'en servir. On a mis, c'est ça, le livre, les grilles et aussi les tableaux des connaissances préalables aux évaluations qui est, comme je le disais, sur le dessus. Aussi, on a ajouté d'autres outils à la trousse d'évaluation. Donc, en plus de ces diviseurs-là, à la fin de la trousse, il y a aussi le sommaire des composantes évaluées. Donc, c'est des différentes grilles que vous pouvez utiliser si ça peut vous aider par rapport à comme un tableau récapitulatif. Donc, en un coup d'œil, qu'est-ce que les résultats que l'élève a eus? Et aussi, on ne le voit pas là, mais tout de suite en dessous de la grille sommaire, il y a aussi un endroit pour déterminer qu'est-ce que les interventions qu'on va mettre en place. Il y a aussi des portraits de classe et différentes grilles que vous pouvez utiliser. Ils vont être disponibles dans la trousse, mais ils seront aussi téléchargeables. Donc, si vous préférez l'utiliser sur votre ordinateur, c'est possible aussi. Oui, d'ailleurs, ils sont en PDF remplissables, hein, donc on peut aller remplir directement dans le PDF. Ça, c'est quand même important à savoir, donc je tenais à le noter. Donc, je passerai, Cynthia, la parole à Michel, c'est bien ça? C'est ça. Moi, une petite seconde. Oups, je veux remettre excusez-moi, je vais remettre le plein écran. Je voulais voir Michel. Mais attendez. Mais c'est pas grave. Michel, tu peux commencer. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Cynthia et Mélanie. Donc, abordons rapidement quelques principes en évaluation. Pour rendre compte du progrès en lecture de l'élève, nous devons mesurer la précision de la lecture, c'est-à-dire son habileté à décoder les mots présentés, la compréhension du texte lu à partir d'un rappel de texte et des questions de vérification de la compréhension, ainsi que, bien sûr, la fluidité de la lecture. Afin de bien rendre compte des habiletés de l'élève, on ne doit évaluer que ce qui a été enseigné. Il faut choisir un texte qui pourrait être lu avec un taux de précision de 98 par cet élève. Il faut donc avoir enseigné toutes les correspondances graphèmes-phonèmes que contient le livre. On peut évaluer plus d'une composante à la fois, pourvu que les élèves aient reçu un enseignement explicite, systématique et structuré du code qui s'y trouve. Lorsqu'on intègre les principes d'évaluation au service de l'apprentissage à sa pédagogie, on évalue alors les élèves lorsqu'ils sont prêts à mettre en œuvre les compétences acquises. Comme pour toute tâche, à tous les niveaux scolaires, pour tous les groupes d'âge, même jusqu'à l'université, à moins que votre objectif pédagogique soit de vérifier l'habileté de l'élève à employer des stratégies pour comprendre le sens d'un mot inconnu, l'élève ne devrait pas être confronté à des mots nouveaux dans une évaluation, surtout à ce stade. En sélectionnant le matériel que vous utiliserez pour évaluer le rendement de vos élèves, il en revient à vous d'enseigner les mots que vous anticipez qui pourraient ne pas être compris par les élèves de votre région. L'évaluation normée se fait à partir d'un outil normalisé. Les résultats obtenus permettent de comparer le rendement d'un élève X à celui de la moyenne d'un groupe Y. Il est important de noter que pour toute évaluation, non seulement en lecture, les normes auxquelles vous disposez pour comparer le rendement de vos élèves ou de votre groupe doivent avoir été étalonnées à partir d'un groupe de référence qui ressemble à vos élèves, surtout sur le plan démolinguistique. Sa validité est compromise lorsque vous comparez les résultats de vos élèves à des tableaux dressés sur d'autres produits conçus en d'autres langues. L'évaluation normée est une partie importante de ce qu'on fait, puis ça fait partie d'un modèle de réponse à l'intervention. Les élèves qui résistent à l'intervention peuvent nécessiter de l'appui de l'orthophoniste ou d'une psychologue scolaire, toutes deux qui peuvent posséder des compétences pour évaluer l'écrit et dont les recommandations sont bien alignées avec le rapport du droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne. La démarche préconisée dans la trousse des codes n'est pas normée en tant que telle et ce n'est pas son objectif. Il s'agit d'une méthode qui permet de rendre compte des habiletés en lecture de l'élève en recueillant des informations sur les savoirs de l'élève afin de planifier l'enseignement à venir. À partir des résultats obtenus à deux moments, un tel exercice permet également de mesurer l'étendue du progrès encouru entre moment A et moment B.
Le pistage est essentiel à votre planification des prochaines étapes. D'ailleurs, les grilles sommaires qui sont disponibles pour chaque livre et le portrait de classe vous aident à planifier la suite des choses. De plus amples détails seront fournis un petit peu plus loin dans ce webinaire. Le changement de paradigme que nous vivons actuellement, dont Cynthia a beaucoup parlé, consiste à changer un peu notre discours. Oui, les niveaux ont été créés pour classer des livres. Les niveaux n'ont jamais été créés pour classer des élèves. Alors, au lieu d'annoncer que l'élève est rendu au niveau 4 de décode, on dirait plutôt que l'enseignant sélectionne le livre le plus approprié au profil de l'élève en fonction de ce qui lui a été enseigné. Il évalue l'élève dans l'objectif de prendre un portrait de ce que celui-ci maîtrise et de ce qu'il ne maîtrise pas. Avec les données recueillies lors de l'évaluation, l'enseignant planifie ses prochaines interventions. Et l'enseignement, c'est aussi une intervention. Dans la trousse Décode, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour comprendre ces fondements clés en main. Afin que les élèves puissent exercer leurs habiletés de décodage dans un contexte authentique de lecture, il est possible de combiner la trousse d'évaluation Décode à la collection de livres régulière de Décode. Pour chaque niveau de lecture, la première évaluation de la trousse peut être administrée lorsque les élèves ont eu l'occasion de s'exercer à décoder en lisant les 6 premiers livres de la collection régulière, soit de 1 à 6. Tous les livres d'évaluation inclus dans cette trousse sont classés en difficulté croissante et ont été créés selon la même échelle de gradation que la série régulière Décode, c'est-à-dire que les premiers livres contiennent des correspondances graphèmes-phonèmes plus simples et plus constantes, voire transparentes. Des correspondances graphèmes-phonèmes de plus en plus complexes sont ajoutées de manière progressive dans les niveaux subséquents. Dans les livres de la série 1 de Décode, des indices sont fournis pour appuyer l'élève en début d'apprentissage. Ces indices ont été retirés des livres de la série 2 pour favoriser l'autonomie en lecture des élèves. Les 6 niveaux de livres de la trousse d'évaluation Décode comprennent 2 livres qui ne contiennent pas d'indices. Vous avez donc 2 occasions d'évaluer les habiletés des élèves au fur et à mesure qu'ils progressent, et ce, à l'aide de nouveaux livres qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de décoder au préalable. À titre d'exemple, un enseignant de première année du primaire pourrait choisir d'évaluer 6 fois la lecture à voix haute d'un élève au cours de l'année scolaire en utilisant les évaluations des niveaux 1 à 3 de la trousse Décode. Selon son jugement professionnel et le profil de l'élève, il pourrait aussi décider de l'évaluer seulement 3 fois au courant de l'année scolaire en choisissant seulement une évaluation par niveau, comme peut-être la deuxième de chaque niveau. Les 72 livres de la collection régulière sont ici destinés à l'apprentissage et à l'automatisation des habiletés de décodage, tandis que les 12 livres de la trousse d'évaluation sont réservés à l'évaluation de celle-ci. Les livres de la collection régulière sont utilisés pour faire lire les élèves à voix haute de manière autonome. Ils peuvent également être utilisés par l'enseignant en grand groupe lors de modelage ou en petit groupe lors d'interventions ciblées. Les livres de la trousse peuvent être utilisés soit par l'enseignant lorsqu'il juge que l'élève est prêt à démontrer ses habiletés de décodage et que le moment est opportun pour administrer une évaluation qui correspond à ses habiletés de lecture. Les niveaux de la trousse Décode, bien sûr, correspondent au niveau de la série de livres Décode et ces deux peuvent être utilisés en parallèle. Au palier 1, l'enseignement explicite, systématique et structuré sur le code est dispensé au groupe en entier. Les livres de la série 1 de Décode sont utiles à ce stade. Un premier pistage permet de vérifier si vos élèves ont maîtrisé ce qui a été enseigné. Parmi ces élèves, ceux qui n'ont pas bien saisi le concept abordé peuvent faire beaucoup de progrès lorsque vous reprenez ces notions avec eux en petits groupes. Cela peut se faire en salle de classe pour certains éléments plus simples ou en retrait si vous en sentez la pertinence. En ajustant votre enseignement et en fournissant une rétroaction corrective immédiate efficace à vos élèves, la révision des correspondances graphèmes-phonèmes assurera la réussite future. Vous poursuivez votre enseignement explicite des prochaines correspondances graphèmes-phonèmes plus complexes en révisant toujours de manière continue et spiralée les concepts abordés antérieurement. Et vous procédez ainsi pendant toute la scolarité pour toutes les compétences qui ne sont pas acquises de manière définitive. Dans un tel modèle de réponse à l'intervention, il est aussi possible d'identifier les élèves en situation de difficulté à partir de la réussite générale du groupe.
Mais avant de conclure qu'un élève éprouve des difficultés d'apprentissage de la lecture, il faut s'assurer de deux choses. Un, que ces élèves aient reçu un enseignement explicite, systématique et structuré sur le code que contient le livre. Et deux, une exposition suffisante à la langue d'enseignement pour comprendre le vocabulaire qui est contenu dans le texte. Si tout a été mis en place pour optimiser la réussite de l'élève dès son arrivée à l'école, qu'il ne s'agit pas de défis liés à l'apprentissage de la langue de scolarisation qui serait leur langue seconde ou leur troisième langue, et que ces élèves n'y arrivent toujours pas, il ne faut pas tarder à orienter ces élèves vers les services de soutien. Votre orientation précoce pourrait faire toute la différence dans la réussite scolaire de cet élève. En plus de la trousse des codes qui permet d'évaluer et de pister le progrès de vos élèves, les éditions Passe-Temps ont toute une gamme de produits complémentaires qui vous permettent d'enseigner de manière explicite les compétences fondamentales en lecture d'une façon ludique et engageante pour les élèves. Il s'agit ici de Alerte intrus, la trousse de compréhension et inférence de Décode et les ateliers 1 et 2 de Décode. Les évaluations fournissent des grilles d'analyse qui peuvent vous permettre d'interpréter les données. Consultez les feuilles bilan pour créer des sous-groupes d'élèves dont les difficultés sont semblables. La trousse des codes présente des types d'erreurs accompagnés d'une description et des exemples qui pourraient survenir chez vos élèves afin de vous aider à faire la part des choses. Entre les moments d'évaluation, il est donc important de travailler ce qui n'est pas maîtrisé. La trousse des codes vous propose alors du matériel complémentaire à l'enseignement de ces compétences lorsque vous désirez les cibler de manière explicite. Tout dépendant de la nature des erreurs, soit sur le code, soit au niveau de la compréhension ou la fluidité, vous avez à votre portée de la main divers produits pour cibler l'enseignement des compétences à développer. Et si vous cherchez à mieux comprendre comment enseigner les différentes correspondances graphèmes-phonèmes, qu'elles soient simples ou complexes, téléchargez gratuitement les affiches et les cartes du code de base du principe alphabétique, des graphèmes composés, complexes et contextuels, et les cartes du code de l'enseignante, un produit tout nouveau. Ces codes QR vous guideront vers les boutiques qui contiennent tous les mêmes produits et tout est gratuit. À la fin de vos diapos qui vont être partagés avec vous autres. Vous allez avoir des descriptions puis des titres avec des images des produits que je viens de mentionner. Donc, dans le matériel ci mentionné, vous trouverez toujours les indices morphologiques ou étymologiques reliés au code, sans histoire de ma grand-mère pour tenter de faire retenir des concepts qui peuvent paraître complexes à première vue, mais qui sont vraiment simplifiés en tenant compte de la perspective de l'apprenant. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment simplifier le tout et pour régulariser l'irrégulier pour vos élèves. Parce que plus on dit aux élèves que c'est compliqué, moins ils seront enthousiastes devant les cours de français. Plus on leur donne les outils de manière simple, plus ils développeront leurs compétences en lecture et en écriture et plus ils deviendront des communicateurs, non seulement des lecteurs, confiants. Merci, Michel. Je passe la parole à... Ah non, c'est vrai. Explication des grilles. Michel, est-ce que c'était toi, Cynthia? Je suis désolée. Je vous laisse aller, les filles. Oui, c'était Cynthia. Sinon, je peux y aller, mais je pense que tu... Non, c'est correct. Je peux y aller. OK, donc, explication des grilles. Donc, les prochaines diapositives. Ah, j'avais vu aussi, j'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires, là, mais je viens juste de penser. J'ai regardé dans le clavardage et c'est vrai qu'on a complètement oublié de dire que la trousse d'évaluation, c'est pour les niveaux de première, deuxième, mais aussi troisième année. Là. Dans certains, je pense à mes élèves à moi, là, c'est certain que troisième année aussi, là, les niveaux plus élevés, ça aurait fonctionné pour les élèves de troisième année aussi. Donc, première, deuxième, troisième. Je continue. Les prochaines diapositives seront pour expliquer les grilles qui se retrouvent dans la trousse d'évaluation des codes. Tout d'abord, à l'intérieur du livre, donc ça, c'est le livre numéro 1. Donc, on voit le petit chien qui s'appelle Lily, le petit chien à l'intérieur du livre. Donc, dès qu'on ouvre le livre, juste ici, encore une fois, on a les connaissances préalables au décodage. Comme on l'a mentionné quelques fois durant la présentation, c'est excessivement important que tout ce qui se retrouve à l'intérieur ou dans cette grille-là soit connu de l'élève, ou au moins qu'il ait reçu un enseignement explicite de ces connaissances-là.
Donc, par exemple, pour le niveau 1, on a 15 lettres de l'alphabet qu'on doit avoir enseignées explicitement à notre groupe classe. Donc, on voit que c'est composé de voyelles, de consonnes qui s'allongent, des consonnes courtes et une consonne qui fait 200. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, il n'y a pas de graphème complexe. Donc, comme par exemple le CH, le OU, tout ça, ça ne se retrouve pas dans les premiers livres parce qu'on veut certainement que ce livre-là soit beaucoup plus facile, beaucoup plus atteignable pour les élèves qui sont vraiment au début de l'apprentissage de la lecture. Dans la deuxième bulle, juste en bas, on parle aussi des noms des personnages et du vocabulaire du livre, comme que je l'ai dit tantôt. C'est absolument important, si on veut évaluer le livre numéro 1, par exemple, que l'élève connaisse et comprenne tout le vocabulaire qui se retrouve à l'intérieur. On vous donne des exemples ici dans cette grille ici, mais c'est quand même à vous qui vient la responsabilité de lire le livre une fois avant l'évaluation, regarder tout le vocabulaire qui s'y trouve et de s'assurer que ça a été enseigné. Au niveau des noms des personnages, il y a deux façons d'approcher ça, puis si je ne me trompe pas, ma collègue Michel va en parler tantôt. On les a placés là. Donc, dans ce livre-là, on a Jamal, qui est le petit garçon, et on a aussi Lily, le petit chien, comme que je vous ai dit tantôt. C'est important de nommer les personnages qui sont à l'intérieur. Et il y a deux façons d'utiliser, ça c'est pour ceux qui sont en gras, là, il y a deux façons d'utiliser ça. C'est soit qu'on leur explique que ça va être des personnages ou qu'on les utilise un peu comme des normaux. Je laisse cette partie-là à ma collègue tantôt pour qu'elle puisse l'expliquer. Donc, juste passer en travers vite de la grille de précision de la lecture. Donc, on a, comme vous voyez ici, le texte qui se retrouve à l'intérieur du livre numéro 1. On a été recopier exactement mot pour mot les phrases dans la grille. Et comme vous l'avez probablement déjà fait, on va aller écouter l'élève lire et noter les erreurs qu'il fait. On va compiler le nombre d'erreurs qu'il a fait et le nombre d'autocorrections qu'il a fait. Le travail ne s'arrête pas ici, par exemple, parce qu'après ça, lorsque l'élève ne sera plus avec nous, on va aller analyser ses erreurs. Puis pour vous guider dans l'analyse des erreurs, on a placé directement dans la grille de précision les types d'erreurs les plus fréquentes aussi. Donc, peux-tu revenir, Mélanie, juste une petite minute? Donc, on va voir les types d'erreurs les plus fréquentes. Donc, on a les correspondances graphème-phonème, les erreurs de graphie contextuelle, les mots devinés, les ajouts et omissions de lettres dans un mot. Donc, tout ça, c'est des différents types d'erreurs à laquelle on peut catégoriser l'erreur que l'élève a fait. Peut-être tu peux y aller. Merci. Donc, en bas de cette grille-là, là, si on regarde la grille, là, je vous ai parlé en haut. Si on continue exactement en bas, on vous donne des pistes et exemples d'interventions à faire selon chaque type d'erreur. Donc, c'est ça. Par exemple, si l'élève a plusieurs erreurs d'omission, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller intervenir à ce niveau-là? Même chose pour les voisins visuels, les inversions dans les ordres. Et on a aussi plus d'exemples. Là, on a juste marqué des petites notes, là, des petits exemples d'intervention, mais dans le guide de l'intervenant aux pages 11 à 13 du guide, il y a beaucoup plus de matériel et de suggestions d'intervention. Merci. Dans cette trousse, la fluidité en lecture se mesure de manière qualitative à partir d'énoncés qui permettent de décrire la lecture de l'élève. Il est attendu qu'il s'agit d'un continuum évolutif. Plus le lecteur est débutant, moins la lecture sera fluide et c'est attendu. Donc, ce qui est attendu à ce stade pour les élèves en début d'apprentissage de la lecture est précisé sur les feuilles ou sur les grilles afin de ne pas placer des attentes démesurées sur nos élèves, ce qui ne les motivera pas à lire davantage. Au final, l'objectif de la lecture, c'est de comprendre les textes lus. La fluidité chez le lecteur confirmé, compétent et confiant se définit comme suit par Hasbrook et Glaser. Une lecture raisonnablement précise, à un rythme naturel, avec une expression convenable, qui mène à une compréhension précise et profonde. Alors, il n'est pas attendu que nos élèves en début d'apprentissage puissent lire avec autant de fluidité que le lecteur expert. Et il ne faut pas attendre d'avoir une précision tellement poussée au niveau de la fluidité qu'on retient l'élève en disant que la lecture n'est pas réussie, à
moins d'avoir franchi ce stade-là. C'est attendu que ce soit un peu plus saccadé en début d'apprentissage. Rappelons également que si la lecture est fluide dans la langue dominante ou maternelle de l'élève, mais pas dans sa langue seconde, qui est souvent la langue de scolarisation, les difficultés ne sont pas forcément liées à la fluidité ou à la lecture, mais sont dues aux compétences langagières orales limitées dans leur deuxième langue. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils s'exercent dans leur langue seconde ou troisième, la fluidité en lecture s'améliorera également. Pour savoir comment intervenir auprès de tous vos élèves, rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Alex, votre psychologue scolaire, pour trouver tous les webinaires qui approfondissent les méthodes d'évaluation et d'intervention à préconiser auprès des élèves à divers cycles du primaire sur tout le matériel que vous utilisez, peu importe le matériel que vous utilisez, et vous trouverez également d'autres vidéos informatives. Il y a eu une question dans le clavardoir sur les échelles Fountas et Pinel. Donc, il y a beaucoup de références à ce sujet et aux écueils de les utiliser dans nos boutiques, également on y fait référence dans les webinaires et les vidéos, mais je pourrais vous mettre un lien dans le clavardoir une fois que moi j'aurai terminé ma petite section, si vous voulez en lire davantage là-dessus. On peut changer. Merci. La réussite en lecture dépend de ce que l'élève a compris. La trousse des codes utilise 2 indices pour y arriver. Le premier étant le rappel de texte. Encore une fois, cette évaluation se fait de manière qualitative et vous fournit des critères évolutifs pour rendre compte de la qualité du rappel ou des réponses fournies. Même s'il s'agit d'une trousse d'évaluation et que les élèves ne devraient pas avoir été exposés aux livres qui en font partie, il est utile de dire aux élèves qu'ils rencontreront des personnages nouveaux et que leurs noms sont parfois un peu différents. Il se peut qu'on les entende ou qu'on les lise pour la première fois. C'est un peu la façon que les conceptrices et les autrices ont intégré des non-mots. Si l'élève est conscient que lorsqu'il rencontrera un mot nouveau, que ça n'empêchera pas de comprendre l'histoire, c'est tout ce dont il lui faudra pour s'exercer à décoder sans que ça ait un impact négatif sur sa compréhension. Puis ça, c'est une stratégie qu'on utilise même dans l'évaluation formelle avec des outils normalisés ou critériés avec les élèves plus vieux. On ne leur donne pas un texte avec plein de non-mots en ne leur disant pas. Parce que quand on ne connaît pas beaucoup la langue, on pourrait penser qu'il y a du sens à rattacher là-dessus et on va tenter d'en trouver alors qu'il n'y en a pas à faire. Les questions de vérification aident à confirmer que le lecteur a compris ce qui a été lu. Les réponses aux questions explicites sont associées au repérage et se trouvent directement dans le texte. Les questions qui portent sur l'inférence, soit ce qui est implicite et ce qui n'est pas dit en toutes lettres dans le texte, permettent d'évaluer la compréhension plus abstraite des textes lus. Ensuite, une question qui porte sur la réaction de l'élève lui permet de se mettre à la place du personnage ou de l'auteur, de s'exprimer un peu plus librement sur ce qu'il a lu. Toute réponse plausible est jugée acceptable pour ce dernier exercice. Mais l'utilité de cette trousse ne repose pas seulement dans la méthode proposée pour évaluer et pister le rendement des élèves. Le sommaire des compétences évaluées permet d'accéder à une vue d'ensemble, un portrait de classe du profil des compétences de chacun de vos élèves, y compris ce qui est maîtrisé ou ce qui est à maîtriser par vos élèves et par conséquent à enseigner. Comme on y a fait référence, dans la trousse des codes, des non-mots ont été utilisés surtout dans les prénoms des personnages que les élèves rencontreront. Il n'y a pas lieu d'utiliser ces non-mots dans l'enseignement régulier, mais les non-mots sont d'excellents moyens de vérifier si les élèves étendent leur connaissance des règles à des mots auxquels ils n'ont pas encore été exposés, parce que c'est ce que tout lecteur fait devant un mot qu'il rencontre pour la première fois. Sans lire cette diapo au complet, parce que vous allez la voir sous les yeux très bientôt, nous vous proposons des conseils et des astuces pour que vous puissiez savoir comment réagir devant certains profils d'élèves. Par exemple, si vous soupçonnez que l'élève devine à partir des images, alors cachez les images et révélez-les une fois la lecture complétée. On vous donne des directions par rapport à en quoi le nombre de mots lus correctement par minute et la fluidité sont-ils importants. Et qu'en est-il de l'étendue de croissance ou le progrès de l'élève? Chose certaine, il ne faut pas pénaliser les élèves
pour avoir utilisé des mots autres que ce qui se trouve dans le texte pour répondre à vos questions. Si l'élève a recours à des mots de sa langue dominante pour effectuer le rappel de texte, mais vous démontre qu'il a très bien compris ce qui a été lu, c'est une réussite en lecture. Ce qui lui manque, c'est un accès spontané au vocabulaire expressif en français. Et ça viendra avec l'exposition à la langue. Le changement de paradigme que nous vivons actuellement nous oblige de repenser le rendement de l'élève au-delà de la cote alphabétique. Vous avez dans ce tableau 4 profils d'élèves. Les questions dans la colonne de droite vous permettront de réfléchir aux mesures d'intervention plus justes en fonction du profil de compétences de vos élèves que vous allez pouvoir mettre en place. Par exemple, l'élève A, un apprenant de la langue qui décode avec précision mais qui ne connaît pas le vocabulaire employé, risque de démontrer une fluidité inadéquate, ce qui aura un impact sur son habileté à comprendre le texte lu. L'élève B fait preuve d'un décodage saccadé, laborieux, mais il arrive à comprendre le texte. L'impact se fera sentir sur sa fluidité, mais elle s'améliorera lorsque la fusion sera plus automatisée chez ce lecteur. L'élève C décode rapidement sans accéder au sens. Il privilégie le nombre de mots lus par minute sans accéder au sens, ce qui veut dire que la précision en décodage peut être excellente, mais la compréhension sera affectée car la fluidité a été trop rapide. L'élève D décode un peu comme on entendrait dans sa langue maternelle et comprend tout, surtout une bonne fluidité, mais elle est lente. Donc, en comprenant tout, avec des mots qu'on a décodés partiellement et une fluidité un peu plus lente, pourvu que la fluidité ne nuise pas à la bonne compréhension du texte, c'est acceptable en début d'apprentissage. La fluidité s'améliorera avec le temps, c'est-à-dire lorsque le lecteur aura acquis plus d'expérience à communiquer dans sa langue de scolarisation. Dans tout ce qui vous a été présenté ce midi ou ce matin, où que vous soyez, que ce soit devant la trousse d'évaluation des codes ou devant toute autre évaluation, il importe de garder à l'esprit que l'enseignement sur le code n'est pas anodin, est essentiel pour parvenir à comprendre ce qui est lu. Si on ne peut pas lever les mots de la page, on ne peut pas comprendre ce qu'on a lu. Ça ne découragera pas l'élève et ça ne tuera pas l'amour de la lecture. D'ailleurs, c'est le contraire qui se produit. C'est la motivation qui est le résultat direct du succès, mais c'est le fait d'avoir vécu des succès qui nous motive à poursuivre davantage. Donc, plus l'élève est apte à lire parce qu'on l'a préparé à lire les textes qu'on lui met sous les yeux, plus il sera motivé par sa compétence, puis plus il sera coopératif et engagé dans son apprentissage, même pour l'élève qui serait davantage animé à faire autre chose que lire. Et en revanche, le personnel enseignant sera également motivé par ce que le pistage du progrès de l'élève lui permet d'observer de manière qualitative et quantitative. Et on va sentir un sentiment d'accomplissement puis de grande puissance devant ce qui n'avait peut-être pas été mesuré de cette façon-là au préalable, parce que là, les progrès vont être très, très visibles. Juste avant d'aller à la dernière partie, je tenais à dire, on a parlé souvent de langue seconde, langue maternelle. Ce qui est important de savoir, c'est que la trousse d'évaluation des codes a été faite au Québec avec beaucoup d'élèves qui sont en langue maternelle. Donc, on a pensé aux élèves du Québec, mais on s'est justement allié des personnes qui avaient une connaissance sur la langue seconde, parce que de plus en plus, vous savez, ceux qui sont du Québec, on a beaucoup de personnes dont le français est la langue seconde. Et on voulait s'assurer que la trousse soit aussi valable pour les élèves dont c'est la langue maternelle que la langue seconde. Donc, c'est pourquoi dans cette présentation-là, on a tenu compte des deux, mais je voulais que ce soit vraiment, vraiment bien retenu, là, que c'est autant pour la langue maternelle que la langue seconde. Donc, on a tenu compte des deux pour s'assurer de toucher le plus d'élèves possible et de répondre aux besoins de tout le monde, puisque la demande venait de partout au Canada, là, de toutes les provinces. Merci Michel, merci Cynthia. Je termine avec des témoignages. Donc, quand Michel vient de dire que le décodage, l'enseignement du code ne tue pas l'amour à la lecture. Donc, on en a plein de témoignages avec la collection des codes, donc qui est un incontournable pour tout le membre du personnel scolaire désireux de voir réussir ses élèves. Donc, enfin, du matériel en français non traduit, adapté aux élèves. Après ça, du matériel
de lecture accessible pour l'apprentissage du décodage et la confiance à lire des élèves s'est développée par Amélie Roy, là, qui est enseignante aussi et ancienne conseillère pédagogique. Je remets la capture d'écran avec le concours. Donc, je vous invite, je suis certaine que cette présentation-là va vous avoir donné encore plus le goût d'avoir votre propre trousse d'évaluation des codes. Donc, je vous invite à remplir le concours. Et sachez encore une fois que la trousse d'évaluation, comme je vous disais, est en pré-vente pré-vente ouverte à tous jusqu'au 17 septembre, 10 de rabais. Donc, elle est à 199 moins 10 179, ce qui inclut un accès à vie par école à toutes les grilles et au guide pédagogique. Sans limite de temps, sans limite d'utilisateur. Toutefois, vous devez savoir que les livres sont uniquement en version plastifiée pour que les élèves puissent vivre une expérience réelle de lecture. C'était très important pour nous. Donc, dans la trousse, vous avez les 12 livres en version plastifiée plus la licence. Donc, prévente à 10 %. Je vous remercie énormément, Michel et Cynthia. Je vais arrêter le partage. J'ai eu très peu de temps d'aller dans le clavardage. Je vais aller assurément vérifier tout ça. Il ne me semble pas avoir beaucoup de questions. Mais si jamais vous êtes pressé et que vous voulez quitter, c'est possible. Je ne sais pas si je peux ouvrir les micros. Je pense que ça va être un peu trop compliqué d'ouvrir les micros, mais si vous avez des questions qui émergent maintenant avant de quitter, c'est encore possible de le faire. Là, il nous reste 9 minutes pour une période de questions. Donc, Michel et Cynthia, je vous laisse peut-être voir s'il y a des questions qui émergent et moi, je vais aller lire les autres pour savoir si on a répondu à tout. Merci, Mélanie. Je suis en train de répondre ici et là, quand je tombe sur une question à laquelle on peut fournir une réponse facilement, mais s'il y en a qui ont des questions Oui. en suspens. On avait combien de temps faut-il pour évaluer chaque élève? Cynthia, est-ce que tu es capable de répondre à cette question-là? Ça dépend du livre. Certainement qu'au début, c'est beaucoup plus rapide, puisque c'est beaucoup plus condensé comme texte. Donc, quelques minutes, 3 à 6 minutes. Après ça, par exemple, ça va prendre plus de temps pour catégoriser. Là, je te parle de l'évaluation, mais si tu veux catégoriser toutes tes erreurs, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais tu entends assis avec l'élève à faire l'évaluation, à administrer l'évaluation. 3 à 5 minutes peut-être? Merci. J'avais une question qui demandait si on évaluait la compréhension en même temps que la fluidité. Mais puis lorsque vous parlez de fluidité, est-ce que cela signifie vitesse et débit de lecture? Ça, on y avait répondu, hein, Michel, que c'était pas une question de vitesse et de débit de lecture, que c'était juste une indication parmi tant d'autres. Donc, on est avec des critères qui sont davantage qualitatifs. Mais pourquoi, en fait, on a décidé de proposer des grilles pour compréhension, fluidité, les deux en même temps, en fait, là? Bien, dans le fond, c'est que oui, on peut les évaluer les deux en même temps parce que ça se passe dans le même moment. Mais ce qui va changer, c'est nos attentes. Donc, j'ai des attentes nettement moins avancées, moins poussées pour un apprenant débutant, surtout quelqu'un qui ne parle pas la langue, que pour un lecteur relativement confirmé. Dans les tableaux qu'on vous a proposés, là, où il y a des profils d'élèves, on a tenté de penser au cas qui revenait le plus souvent. Mais il ne faut pas penser qu'on doit prioriser la vitesse au détriment d'une précision sur le code et d'une compréhension. Donc oui, c'est lire à ta vitesse, puis tu dois penser à ce que tu es en train de lire pour comprendre. Mais quand on dit aux élèves de s'arrêter en lisant, c'est vraiment les plus vieux qui sont devant des textes un peu plus complexes. Là, à ce moment-là, on s'arrête, on en discute. Dans les livres décodables, la raison pour laquelle on a privilégié des mots que les élèves devraient connaître, c'est que l'accès au sens devrait être assez rapide. Donc, on n'a pas besoin de ralentir à ce même degré-là. Puis on devrait être capable de suivre un flow qui éventuellement ressemblerait à la parole. Donc, tu sais, quelqu'un qui a des difficultés de fluidité ne peut pas être plus fluide en lecture que lorsqu'il nous parle de manière spontanée. Donc, vu comme ça, puis que ce n'est pas juste un théâtre des lecteurs avec des expressions exagérées lorsqu'il y a un point d'exclamation, l'idée, c'est de regrouper les groupes de mots
pour que l'élève se fasse une idée de ce qu'il est en train de lire. C'est certain que la fluidité, ce n'est pas l'atteinte d'une bonne fluidité, ce n'est pas une finalité. Dans d'autres webinaires là, dont vous avez les liens, on parle des différents types de livres, quand est-ce qu'on peut s'en servir, à quel moment, puis on discute du taux de fluidité qui peut être très, très élevé, par exemple, pour un élève sur des livres décodables. Mais lorsqu'on lui présente un livre qui est plus complexe, qui contient peut-être des nouveautés ou des éléments qui n'ont pas encore été enseignés, pas pour l'évaluation évidemment, son taux de fluidité va chuter. C'est comme si je vous demandais à vous de lire un texte qui est vraiment à l'extérieur des compétences que vous avez. C'est moi, si on me demande de lire un article scientifique sur un médicament où il y a comme plein de formules chimiques, ça risque d'être très saccadé, là, parce que moi, ce n'est pas des mots que j'ai automatisés parce que je ne les ai pas vus suffisamment souvent. Donc, tout ça, ça joue dans l'évaluation, puis c'est dynamique. Donc, dans le processus d'évaluation, oui, on en parle, on le note, mais il n'y en a pas un de ces éléments-là qui est isolé comme étant une finalité. On sait que les élèves sont en développement. Donc, on ne peut pas avoir de fluidité si on n'a pas bien décodé. On ne peut pas comprendre non plus. Donc, au départ, on mesure la précision, mais une fois que l'élève est devant un livre qui contient des correspondances graphèmes-phonèmes qui ont été enseignées et qu'il maîtrise, c'est là qu'on va commencer à travailler la fluidité. Puis les livres décodables, même les plus anciens que les élèves ont déjà lus, ce sont des excellents moyens de pratiquer, de se pratiquer à lire avec fluidité. On peut relire le même texte plusieurs fois, puis ça nous donne la confiance et l'assurance de le faire avec d'autres textes également. Donc, on utilise un texte à première vue pour l'évaluation, mais pour s'exercer, on veut retourner des fois sur les mêmes textes parce que c'est comme ça qu'on se pratique. On questionnait en fait le fait aussi dans le fond, d'évaluer la fluidité et la compréhension en même temps, parce que pour comprendre, il faut s'arrêter là, dans le commentaire de la personne. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est rendu dans notre tâche d'évaluation de la compréhension, l'élève peut retourner dans le texte. C'est même d'ailleurs recommandé. Si tu veux, tu peux aller retourner dans le texte, puis tout ça. Donc, on propose 4 grilles, mais vous avez toujours le loisir de dire, par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes j'ai des exemples, par exemple, dans le français en milieu minoritaire du côté de Toronto. Eux, ils veulent évaluer uniquement le décodage au départ. Ils ne veulent pas tout de suite évaluer la compréhension. Ils veulent attendre plus tard. Comme par exemple, au niveau 1, dans les livres verts, ils pourraient décider de faire uniquement la tâche de précision. Puis plus tard, quand on avance avec nos élèves qui ont davantage de vocabulaire puis qui ont développé le décodage, à ce moment-là, ils pourraient utiliser les autres tâches. Donc, ce sont des tâches qui vous sont proposées. On a mis tout à votre disposition pour vous permettre de tout utiliser, mais encore une fois, vous pouvez décider de faire une tâche ou de faire l'ensemble des tâches. Je reviens aussi sur les niveaux. Tantôt, Cynthia le notait. Là, on dit, y a-t-il des recommandations? On parlait, par exemple, si vous avez quelque chose pour la première année, avez-vous des choses pour la deuxième année? En fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est première année, deuxième année, du côté du français maternel, dans lequel le français est principalement majoritaire, comme au Québec, dans beaucoup d'endroits au Québec. Mais quand on est dans le français milieu minoritaire, on peut aller jusqu'à la troisième année avec ce matériel-là. Pour le moment, il n'y a pas de matériel pour la troisième année qui est proposé, mais l'urgence était quand même du côté des lecteurs débutants parce que c'est eux avec lesquels on avait le plus de problèmes. En fait, là, comme il y avait des correspondances graphèmes-phonèmes qui étaient introduites trop vite, on les mettait en difficulté versus quand on arrive en troisième année, quatrième année, cinquième année. Les enjeux étaient moins grands. Sachez par exemple que si vous avez un besoin au niveau des plus vieux, vous pouvez nous en faire part aux éditions Passe-Temps. On est toujours à l'écoute de vos besoins. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres choses? C'est une petite chose que j'aimerais rajouter, Mélanie, oui. c'est correct. Tantôt, on parlait du rappel. Je pense qu'il y a des façons qu'on évaluait le rappel peut-être avant ou des façons qu'on évalue tout de suite le rappel. Ça devient plus une tâche de mémorisation. Donc, on veut s'éloigner de ça. C'est pas, il a lu le livre, il fait le rappel, puis s'il a oublié, il perd des points. C'est pas une tâche de mémorisation, le rappel. Le rappel, c'est est-ce qu'il a compris qu'est-ce qu'il a lu. Donc, il n'y a aucun problème à retourner dans le livre, lire des sections de nouveau, puis là, nous fournir un rappel. Parce que de cette façon-là, l'élève a le temps de lire, il a le temps de relire plusieurs fois s'il veut, puis après ça, il peut nous dire nous partager qu'est-ce qu'il a lu. Donc, j'avais le concours fonctionne-t-il pour la France? Je ne le sais pas. Ça doit, c'est un code QR, donc j'imagine que oui.
C'est une bonne question. Donc, bien contente de savoir qu'on a de l'intérêt jusqu'en France. Si j'ai déjà eu la trousse, accès au matériel en ligne. Normalement, si vous avez acheté la trousse, il y a un code à l'intérieur, un code de téléchargement. Donc, on avait eu, oui, quelques préventes avant, donc ça se peut que certaines personnes aient la trousse. Et je pense qu'on aurait pas mal fait le tour des questions. Des livres de la trousse ne sont pas disponibles en vente pour la salle de classe. En fait, les livres de la trousse ne sont pas disponibles pour la salle de classe parce qu'on veut garder les livres de la trousse pour l'évaluation. Mais si vous avez besoin de livres pour la salle de classe, vous avez les 72 livres de la collection des codes qui sont faits spécifiquement pour ça. Donc, on garde nos précieux 72 livres pour l'enseignement. Puis nos 12 livres, on les garde pour l'évaluation. Bien important. Pour tout ce qui est le reste, c'est des commentaires. Merci, merci, merci. Bien contente. Je vais quand même prendre le temps parce que là, quand on est rendu à 1 heure, je vais prendre le temps de relire les questions, peut-être faire un résumé de ce qui a été dit dans le chat, puis vous envoyer ça le mardi, aux alentours de mardi la semaine prochaine. Demain, vous allez recevoir le courriel avec le lien d'enregistrement et avec toujours la capture d'écran du concours si vous n'avez pas eu le temps ou eu la possibilité de le remplir aujourd'hui parce que vous étiez peut-être sur un cellulaire, là, c'est plus difficile dans ce temps-là, vous allez tout recevoir ça demain. Donc, je dirais merci énormément à Michel et Cynthia pour votre implication pour ce webinaire-là, pour votre implication aussi dans la conception de la trousse. Ça a été vraiment un plaisir de partager ça avec vous et merci à tout le monde qui a participé. Si vous avez un mot de la fin, Michel et Cynthia, à dire, je vous laisse la parole. Non. Moi, je dis chapeau à Cynthia, à toute l'équipe, puis chapeau à vous, chers enseignantes et enseignants, qui placez les élèves en premier en évaluant ce on doit évaluer et en ne plaçant pas des attentes démesurées sur eux. Donc, merci. Je pense que mon mot de la fin, ce serait pratiquement la même chose que Michel. J'espère que la trousse va répondre à un besoin. On a entendu qu'est-ce que étaient les besoins. On a essayé de fournir le meilleur matériel qu'on pouvait, puis on espère que ça vous sera utile. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de journée et merci d'avoir participé en si grand nombre.